Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinar data autour du sujet aujourd'hui de la data quality, hein, comment bien piloter la donnée produit, hein. Ce sera aujourd'hui en fait un webinar présenté par la communauté data de Novensia. Il y en aura un toutes les semaines, hein, à cette heure-là, le vendredi, hein. J'ai le plaisir de pouvoir initier le premier qui sera autour de la data quality. Aujourd'hui, en fait, l'objectif, en fait, c'était de vous présenter un retour d'expérience sur une mission qu'on a pu avoir avec l'équipe data chez un de nos clients, donc un client de l'agroalimentaire, sur un sujet de data quality. Et on va vous présenter aujourd'hui les résultats et également les perspectives du travail qui vont être faites dessus, parce que ça fera l'objet en fait d'une offre qu'aujourd'hui en fait on présente chez de nombreux clients notamment. Donc on va commencer par une présentation du contexte et des enjeux. Après, on vous parlera du retour d'expérience chez ce client de l'agroalimentaire et après on passera sur, la proposition de démarche en fait, qu'on a créée vraiment autour de cet outil et de la méthodologie en fait, qu'on a proposée. Et on terminera par, une conclusion et des questions. Si pendant le webinaire, vous avez des questions, alors n'hésitez pas, vous avez une fenêtre sur la droite de votre écran qui vous permet de pouvoir poser vos questions, hein. Vos questions peuvent être anonymes si vous le souhaitez, hein, mais n'hésitez pas et moi à la fin de la présentation, je vous propose en fait de rebalayer les questions et d'y répondre. Le contexte et les enjeux. Alors, le problème de la data quality, c'est un problème en fait que se posent aujourd'hui de nombreux clients, parce que ce qu'on voit, c'est que souvent ce sont des freins à de nombreux projets data. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà été confrontés au problème où vous venez en fait, vous souhaitez faire des travaux en fait sur la data, que ce soit de la visualisation, du reporting ou du machine learning. Mais très souvent en fait, les équipes vous disent on aimerait bien, mais le souci, c'est qu'on n'est pas sûr que la qualité en fait, des données soit présente et à ce moment-là, peut-être revenez dans 3 ou dans 6 mois. Peut-être qu'à ce moment-là, en fait, on aura réussi en fait, à redresser nos données. Et en fait, le problème de la data quality, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui majeur chez de nombreux clients en fait, que l'on rencontre. Parce qu'en fait, on peut très bien l'illustrer avec, moi, l'image que j'aime bien, c'est en fait l'image de l'iceberg. Très souvent, quand on vient chez des clients, en fait, ils pensent avoir une vision de ce que peut être, en fait, leur problème, en fait, de qualité de données, hein. Donc c'est un peu le haut de l'iceberg, mais ils se rendent pas compte, en fait, de tous les problèmes, en fait, qu'ils peuvent avoir et à ce moment-là, en fait, lorsqu'on a une démarche, en fait, de data quality, on va le voir ensemble, mais ce sera un très bon exemple, sur, le retour d'expérience qu'on va vous donner. Et ben, en fait, on découvre plein de petits, lapins, en fait, qui se sont, terrés, en fait, au fond d'un terrier et en fait, là, l'outil qu'on va vous proposer, en fait, aujourd'hui, permet, en fait, justement un peu de déterrer un peu ces lapins. Donc pour vous donner à peu près un ordre d'idée, lorsqu'on est intervenu, chez le client qui avait un total de 5000 références, produits, hein, lorsqu'il nous a commandé la mission, il nous a dit: «Bah, je pense que je dois avoir peut-être quelques erreurs dans ma base de données», hein. Alors vous allez voir, en fait, qu'aujourd'hui, en fait, à peu près, 90 de sa base, en fait, est vérolée, du coup. Alors il existe, aujourd'hui en fait des méthodes pour traiter le problème de la qualité de la donnée, hein. Souvent ça passe en fait par, une cartographie en fait du process, qui est existant, qu'on va mettre ensuite sous surveillance à l'aide de règles en fait de gestion métier. Par exemple, en comptabilité, on peut très bien, faire la règle, par exemple la balance entre l'actif et le passif doit être égale à 0. Donc on définit un certain nombre de règles comme ça qui nous permettent de vérifier que la donnée dans le process en fait est de bonne qualité, hein. Et après, grâce à ça, en fait, on va pouvoir mesurer la qualité de la donnée et si besoin, mettre en place des actions de correction au niveau en fait, de notre outil, qui alimente les données. Ça, c'est la démarche qui est assez classique en termes de data quality, hein. Alors les limites de la démarche, on va le voir, c'est que, ça implique quand même, en fait un effort de la part des métiers qui est vraiment extrêmement grand, parce qu'ils doivent définir l'ensemble des règles de gestion, métier. Ces règles, parfois, elles peuvent être difficiles et on n'est pas sûr que les règles que définissent, les utilisateurs sont exhaustives. Autre chose, si, demain on ajoute 10 champs, dans notre base de données,
ça voudra dire qu'il faudra créer à minima au moins 10 nouvelles règles du coup, de vérification de données, voire plus, parce que s'il y a peut-être des règles de cohérence entre champs qu'il va falloir faire, et du coup, ça peut être difficilement maintenable dans le temps. Donc pour répondre, du coup à cette question, on a pu en fait expérimenter en fait, ce genre, du coup de problème chez un de nos clients, et on va vous présenter du coup, aujourd'hui ce retour d'expérience. Donc pour vous donner un peu de contexte, le client qui nous a sollicité, du coup sur cette mission, c'est un client en fait du secteur agroalimentaire. Il avait un référentiel produit qui est environ aujourd'hui de 5 000 produits. Ces 5 000 produits sont décrits par un total de 270 champs dans son CRM. Du coup, il souhaitait en fait fiabiliser ce référentiel aujourd'hui de produits, donc c'est 5 000 produits sur ces 270 champs, parce que du coup, ça pouvait amener en fait à des risques opérationnels. Je vais vous donner un exemple de risque opérationnel, que nous a cité le client. Imaginons que dans ma base produit, plutôt que d'envoyer 250 kilogrammes aux États-Unis d'un produit X, dans mon, référentiel produit, c'est marqué 250 grammes. Ça veut dire qu'il manque à peu près, on va dire, 247 grammes et demi à envoyer pour un pays. Ça veut dire que quand on se rend compte de l'erreur, et ben, du coup, il faut refaire une production, il faut refaire un envoi et du coup, ça coûte cher et bien sûr, bah, c'est le client du coup qui prenait ça à sa charge. Donc vraiment, le risque opérationnel était assez grand, aujourd'hui. Ils avaient commencé en fait du coup à faire un système de règles. Donc des règles de type un produit ne peut pas avoir, un poids de 0 ou une taille de 0, ou bien sinon on aurait vraiment révolutionné du coup l'industrie, agroalimentaire. Et au bout en fait de la 20e règle, le client s'est dit: «C'est pas possible, en fait, on va pas pouvoir continuer, hein, parce que du coup, en fait, à maintenir ces règles dans le temps, ça va être un enfer». Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas sûr que toutes les règles qu'on va établir ensemble, bah, du coup, elles seront toutes exhaustives. Donc là, il nous a commandé du coup une mission, pour, en fait, lui concevoir un nouveau système qui lui, en fait, va plus partir d'une approche de type, data science, où on va essayer, en fait, il se posait la question si des méthodes, en fait, génériques de data science pouvaient pas faire la même chose, en fait, que des règles de gestion métier, mais sans avoir, en fait, à coder en dur, ces règles. Donc on va le voir ensemble et du coup, aujourd'hui, c'est le résultat qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, pour vous donner une idée quand même de aujourd'hui comment, la donnée est alimentée en fait dans ce référentiel produit, donc là, on va reprendre en fait le cas classique, d'une, chaîne de production, donc une supply chain où, alors je ne sais pas si vous le savez, mais voilà, quand on crée un produit, ça passe par différentes phases. On a d'abord une phase de création de produit, ensuite on budgète le produit, on va le mettre ensuite en production, il part en commercialisation et après on en fait un envoi. Là, vous voyez sur ces 5 phases-là, il faut savoir qu'à date, il y avait différentes personnes qui renseignaient du coup, la donnée. Donc c'était pas la même personne qui renseignait, la donnée quand le produit était créé, que la personne. Donc toutes ces personnes-là alimentaient du coup le référentiel produit que connaît aujourd'hui le client, donc les 5 000 lignes avec les 270 colonnes. Alors la question c'est, bah, comment est-ce qu'ils faisaient jusqu'à aujourd'hui en fait pour détecter des erreurs en fait, sur leur base produit, hein? Et ben, ça se faisait de manière, corrective. Ça veut dire qu'un opérationnel métier, il pensait qu'il pouvait y avoir par exemple une erreur en fait sur une fiche produit. Du coup, il allait voir le référent, data, qui connaissait bien du coup, les 5 000 références, et les 270 champs. Et cette personne-là, du coup, vérifiait manuellement, du coup, le référentiel en faisant des extracts et en faisant des analyses sous Excel. Alors, on voit que déjà, un, c'est fastidieux et deux, c'est au bon vouloir, du coup, des gens. Parce que du coup, si les personnes ne posent pas de questions au référent, du coup, on considère que la donnée est de qualité. Mais ils savaient que du coup, ils avaient des erreurs, dans leur base de produits. Alors aujourd'hui, du coup, maintenant, comment ça se passe? Du coup, après la mission, qu'on leur a mis en place, maintenant, en fait, tous les jours, en fait, il y a un algorithme qui vient, en fait, scanner de manière automatique, en fait, ce référentiel produit, hein. Et cet algo, en fait, permet de lever automatiquement, en fait, des alertes tous les jours à ce référent. Et le référent, ce qu'il va faire, c'est plutôt maintenant des actions préventives. Ça veut dire que dès que l'algorithme détectera une erreur,
s'il n'est pas sûr, du coup, en fait, de la validité de la donnée, hein, parce que dans, on va dire, la majorité des cas, en fait, le référent connaît bien les données, donc il sait si la donnée est fausse ou pas. Mais dans les rares cas où, il ne saurait pas la corriger, ce qu'il pourra faire, en fait, c'est prévenir, en fait, du coup, les opérationnels en leur posant des questions pour, savoir, du coup, effectivement, si c'était une erreur de saisie ou bien si c'était, par exemple, une inversion de champ. Alors, pour vous donner un exemple, parce que là, du coup, là, c'est vraiment la vision macro. Donc maintenant, je vous propose, on va rentrer vraiment plus en profondeur, du coup, sur le travail qui a été réalisé, hein. On va partir vraiment de la base, qui est le référentiel, produit. Alors ici, je vous ai fait un petit extract, représentatif, dans une certaine mesure, du coup, de la base sur laquelle on travaille, et je vais vous laisser à peu près 10 secondes pour réfléchir. Si vous voyez, en fait, ici, à l'œil nu, là, comme ça, vraiment en utilisant juste votre jus de cerveau, si vous voyez, en fait, du coup, des erreurs qui peuvent se présenter dans cette base. Donc je vous laisse réfléchir, regardez bien chaque colonne, regardez bien chaque ligne. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir encore 5 secondes. OK, bah, très bien. Donc si vous avez regardé ce super tableau Excel, vous avez peut-être remarqué quelques erreurs qui existent sur, ce tableau. Donc on peut en voir quelques-uns à l'œil nu, hein. On peut voir par exemple, heu, ici, bah, du coup, on a une valeur de 0 dans le poids et la taille, hein. On sait que c'est absolument pas possible, parce que concevoir un produit avec un poids de 0 ou une taille de 0 centimètre, ce n'est pas possible à moins que vous ayez révolutionné vraiment l'industrie agroalimentaire. Après, on peut peut-être voir aussi, là, pour ceux qui ont été forts, peut-être qu'ils ont vu, du coup, les problèmes de majuscules. Donc là, le kilogramme est toujours écrit avec la première lettre en majuscule et la deuxième en minuscule. Ici, elle a été écrite, du coup, en majuscule, donc on a un problème ici de qualité de données aussi. Et on voit qu'à un endroit, du coup, le pays n'a pas été, renseigné. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez faciles, du coup, à voir. Ce qu'on aurait pu faire, du coup, c'est mettre des règles. La première étant, par exemple, le poids ne peut pas être égal à 0. La deuxième, la taille ne peut pas être égale à 0. La troisième, l'unité de poids doit forcément commencer par une majuscule et ensuite une minuscule. Et la quatrième, le pays ne peut pas être une valeur nulle. Donc là, je viens de créer 4 règles métiers sur ce petit tableau. Alors imaginez sur 270 champs, le nombre de règles peut commencer à exploser, hein, et c'est là où le client, en fait, au bout de la 20e règle, s'est posé la question effectivement, est-ce que, en fait, des méthodologies, en fait, de type, data science ne pourraient pas résoudre, en fait, le problème, mais de manière complètement automatique? Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il faut savoir, en fait, que ce référentiel, du coup, il vit bien sûr au cours du temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vit, hein? C'est-à-dire qu'en fait, il se trouve que les métiers, tous les ans, en fait, rajoutent de nouveaux champs pour caractériser les données. Des fois, ils en ajoutent 10, des fois, ils en ajoutent 20. Donc du coup, si on avait commencé à expliciter toutes les règles un par un, c'est-à-dire que l'année suivante, il va falloir recréer encore un nouveau système de règles et donc en fait, on peut avoir un problème, en fait, vraiment sur la maintenance, du coup, du système. Donc c'est ce que le client, en fait, ne souhaitait absolument pas. Donc ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'était si vous avez été extrêmement fort et que vous êtes très doué en calcul mental, peut-être que vous avez vu en fait qu'il y avait des problèmes de cohérence intervariable. Comme par exemple ces deux valeurs-là. Donc si on regarde, on voit qu'il y a quand même une corrélation entre le poids et la taille. La taille à chaque fois vaut 2 fois le poids, sauf dans ce cas-là et dans ce cas-là. Donc du coup, fonctionnellement, eh ben, les métiers, ils savent, parce qu'ils ont la connaissance métier, que ce n'est pas possible. Mais si je vous avais posé la question, peut-être que vous ne le sauriez pas. Un autre exemple aussi qu'on peut avoir en fait du mal à détecter, c'est quand, du coup, en fait, on a des problèmes de cohérence, mais sur des variables qui ne sont pas numériques. Par exemple, ici, la combinaison UK kilogramme. Parce qu'on sait que quand on envoie en fait, en Grande-Bretagne, eh ben, l'unité de poids d'envoi, en fait, c'est le livre et pas en fait le kilogramme. Mais alors voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous, en fait, avaient détecté, par exemple, ce genre d'erreur. Donc ça, ce sont des erreurs qui sont plus complexes à prendre en compte. Également, en fait, si on commence à se dire: «Il faut regarder toutes les combinaisons possibles», ça peut commencer à devenir très fastidieux. Donc je vais vous donner à peu près un ordre de grandeur, hein. Mais sur les variables numériques, qu'on avait à gérer, du coup, pour ce client, si on avait à regarder toutes les règles de cohérence à la main, donc vraiment à la main, du coup, toutes ces cohérences, il y avait à peu près 1 300 combinaisons qu'il fallait, regarder. Et sur les variables qui étaient non numériques, il y avait un total de 9 000 combinaisons que le client aurait dû regarder à la main. Donc ça, c'est pas possible.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec des techniques vraiment de data science, ce qu'on peut faire avec des techniques vraiment de statistiques simples et avancées, on peut regarder automatiquement ce genre, on va dire, de corrélation, et en fait, la machine est capable de comprendre qu'il y a une corrélation qui existe entre ces 2 variables-là et est capable ensuite de déterminer, bah, du coup, ce qu'on appelle en fait les outliers, c'est-à-dire les données en fait qui peuvent paraître anormales. Donc aujourd'hui, à date, ce qu'on a proposé, du coup, c'est une solution, du coup, en 2 temps. La première chose que propose la solution, c'est vraiment, en fait, du coup, des algorithmes de machine learning et du coup, de data science qui ont été implémentés. Donc on est parti d'abord sur des algorithmes simples à base de statistiques avancées, et ensuite on a commencé à implémenter, en fait, du coup, vers la fin, du coup, des algorithmes de machine learning pour robustifier, du coup, les analyses statistiques. On a fait en fait le choix du coup de mettre plusieurs méthodes de détection, parce qu'en fait, l'idée c'était de se dire chaque algorithme en fait en machine learning en général est assez fort sur un certain périmètre. Il n'existe pas un algorithme magique, qui est capable de détecter tout et n'importe quoi, hein. Donc du coup, on a privilégié du coup plusieurs, ce qu'on appelle des weak learners, donc des modèles en fait qui sont capables en fait de pouvoir détecter du coup des choses assez simples. Par exemple, je vais vous donner un exemple. On a un algorithme qui est capable en fait de pouvoir détecter automatiquement les incohérences de 0 dans une base de données. L'avantage de faire en fait une solution qui est basée comme ça en fait sur plein de petits algorithmes, donc là on en a implémenté une dizaine qui couvrent en fait un grand périmètre du coup d'erreurs, voire même est exhaustif aujourd'hui à date pour ce client-là, c'est que c'est une méthode générique qu'on peut utiliser pour n'importe quelle base de données. Puisque en fait ces algorithmes en fait ne dépendent pas du champ en fait qu'on a. La seule chose dont ils dépendent, c'est de 2 choses. Soit les algorithmes en fait vont traiter les choses qui sont numériques, soit ils vont traiter des champs qui sont non numériques. Or, un tableau Excel, c'est toujours que 2 champs possibles, c'est soit numérique, soit non numérique. Donc si votre tableau ressemble à ça, et ben, du coup, en fait, il est éligible à pouvoir passer à travers du coup la solution pour détecter, pour faire de la détection, d'erreurs. Le deuxième avantage aussi d'avoir une solution générique, basée sur plein de petits, modèles en fait d'apprentissage, c'est qu'on peut aussi activer ou désactiver du coup les algorithmes en fonction des clients. Je vais donner un exemple. L'algorithme des zéros, qu'on a implémenté, pour ce client-là, ça avait un intérêt process, parce que du coup, on ne peut pas avoir par exemple un poids de 0. Mais on a un autre client qui a une activité financière, qui nous a commandé aussi, qui a été très intéressé du coup, par la solution. Et pour ce client-là, bah, on sait qu'on n'aura pas besoin du coup, d'activer du coup, l'algorithme des zéros, hein, parce que du coup, en finance, on peut très bien avoir des montants qui sont égaux à 0 et c'est tout à fait normal. Par exemple, une balance du coup, de 2 entrées comptables qui peuvent être égales à 0. Donc voilà, donc ça c'est sur la partie, algorithmique. Et sur la partie, interaction, ce qu'on a proposé du coup, c'était une restitution, du coup, qui a été faite avec un outil de data vis du marché. Donc, il a été fait avec, Power BI. Et en fait, ça a été vraiment très intéressant parce que du coup, on a vraiment utilisé cette interface, en fait, vraiment pour communiquer avec le métier. Alors, on a très bien pu, ne pas faire l'interface. Le client avait commandé que la partie algorithmique à la base. Mais un algo, quand ça sort des erreurs, ça sort un gros fichier Excel, d'erreurs. Donc à regarder pour des métiers, un fichier Excel, c'est quand même pas très sexy, et vous allez voir, du coup, en fait, en le restituant de manière interactive, du coup, avec, les outils, en fait, de data vis que l'on connaît aujourd'hui, comme Power BI, Tableau ou Qlik, et ben, en fait, on peut aider les métiers, du coup, en fait, déjà à comprendre leurs erreurs et 2 en plus, à les aider à corriger les erreurs. Donc, ce que je vous propose, c'est que sans plus tarder, je vais vous faire une démonstration de l'outil qui a été fait entièrement du coup dans l'environnement Power BI. Donc là, on va accéder du coup au serveur pour faire la démonstration. Voilà. Donc on va commencer. Donc la base de données sur laquelle on travaille. Donc là ici, je vous ai fait un extract de manière aléatoire sur environ 3000 lignes du coup des données pour les anonymiser. Comme ça, du coup, même si vous prenez des photos, du coup, vous ne pourrez pas retrouver le client. Et là, ici, on voit que sur les 3000 produits du client, l'algorithme en a détecté, à peu près, quasiment 90 en fait, comme étant en erreur. Alors là, je vous avoue que la première fois qu'on a présenté, du coup, les résultats au client, il a un peu sauté de sa chaise parce que du coup, il s'est dit: «C'est pas possible, je peux pas avoir autant de disqualité, en fait, dans mes données». Parce qu'il pensait, ouais, à la base qu'il avait juste quelques lignes, hein, comme erreur.
Et en fait, en regardant et on va le voir en le voyant avec Power BI, en fait, il a découvert en fait que ces erreurs, c'était vraiment des vraies erreurs et qu'il y avait vraiment un gros travail à faire en fait de retraitement de données. Et on va voir en fait comment l'outil permet justement d'aider du coup en fait les opérationnels aujourd'hui à pouvoir en fait les aider à corriger en fait ces erreurs. Alors, ce que je vous propose, parce que regarder 3000 erreurs, ça en fait quand même beaucoup, on va restreindre en fait l'analyse en fait sur les produits qu'on appelle les produits actifs. Donc en fait, les produits en fait peuvent avoir plusieurs phases, mais on va s'intéresser qu'aux produits qui sont actifs, c'est-à-dire aux produits en fait qui sont du coup actuellement sur le marché, parce que se dire que je corrige 3000 produits, c'est quand même très fastidieux. Par contre, si je m'intéresse qu'aux produits qui sont en vente actuellement sur le marché, c'est ce qui est vraiment prioritaire pour le client, parce qu'un produit qui est inactif, ben, on se dit effectivement je dois corriger l'erreur, mais peut-être que ce sera moins prioritaire. Et je vous propose, on va travailler sur le périmètre industrie, comme ça du coup, vous ne pourrez pas voir beaucoup de données. Donc sur ce périmètre-là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on va travailler sur un périmètre qui à la base comporte 1360 produits et sur ces 1360 produits, il y en a 123 qui ont été détectés en fait par l'algorithme de manière complètement générique. Du coup, 123 produits qui sont comme erreur. Du coup, la question qui vient naturellement, c'est qui sont ces produits? Donc on arrive du coup sur une deuxième interface où du coup en fait le client est capable en fait d'avoir la liste du coup de tous les produits qui sont en erreur. Donc là, en fait, pour chaque produit, on peut avoir un certain nombre d'erreurs qui peuvent exister, hein. Donc le nombre d'erreurs, ça correspond au nombre de variables, en fait, qui comportent du coup, des erreurs, hein. Donc là, il y en a à peu près 22 sur les 37, hein. Et la probabilité d'erreur, en fait, c'est, une métrique qu'on a calculée parce que du coup, certains algorithmes permettent en fait de remonter des erreurs qui sont plus sûres, que d'autres. Donc je vous propose, on va prendre un produit au hasard, hein, comme celui-là. Je ne vais pas prendre le premier parce que sinon on va dire que je triche. On va prendre ce produit-là. Et sur ce produit-là, ce que maintenant l'utilisateur peut faire, c'est qu'ils peuvent vraiment faire une analyse vraiment complète sur ce produit de tous les champs qui ont été détectés en fait comme erreur, du coup en fait, par l'algorithme. Et ce que l'algorithme en fait a pu voir, c'est du coup des erreurs, déjà des zéros, hein, ce qui paraît en fait, tout à fait logique en fait pour le process métier. Parce que du coup, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas possible en fait d'avoir un produit qui a un volume de zéro ou une longueur de zéro. L'algorithme aussi a vu qu'en fait, il y avait un problème du coup, en fait, de majuscules, minuscules. Donc ça, il l'a détecté, complètement automatiquement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, il a aussi détecté en fait des combinaisons étranges de valeurs. Donc comme par exemple ici, donc là, c'est le poids brut et le poids net d'un produit, hein. Donc si je vous dis que la combinaison 371 000 est étrange, donc ce qu'on aurait eu dans un fichier Excel, du coup, c'est un peu dur de se dire, OK, pourquoi pas? Mais du coup, je ne sais pas trop pourquoi c'est étrange. Ce qu'on peut très bien faire du coup, c'est ce qu'on leur a proposé du coup, c'était une phase analytique qui permet cette fois d'explorer les données pour comprendre le pourquoi. Donc je vous propose en fait, on va regarder en fait le croisement du coup, poids brut, poids net. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on fait le croisement des 2, on voit qu'effectivement, en fait, il existe une corrélation qui existe entre ces 2 variables. Donc ça, la machine a réussi en fait à le comprendre par elle-même. Déjà, première chose. La deuxième, c'est que parmi ces données-là, on voit que effectivement, quand on regarde dans l'espace les points, ça quand même, ça saute aux yeux, qu'il y a certains points du coup qui sont carrément en fait, du coup complètement en dehors du coup, de la normalité, du coup dans les produits, hein. Et justement ce point-là, le point 371 000, si on le regarde, c'est le point qui se situe, ici, hein, et ben on voit qu'effectivement en fait, il appartient pas du coup à la distribution normale des données. En travaillant un peu avec les métiers, en fait, ils nous ont dit: «Ah oui, ça c'est typiquement en fait un cas où en fait, la personne qui a rentré la donnée en fait a inversé en fait, les 2 champs». Parce que si en fait on avait pris une valeur 3371 dans l'autre sens, on se serait situé à peu près, par là, ce qui ferait partie en fait de la distribution de données. Donc là, sur cet exemple-là, ça a permis, du coup aux utilisateurs métiers en fait de pouvoir corriger du coup, cette erreur-là. Je vous propose, bah, du coup, là, c'est vrai que c'est facile, hein, quand on le voit sur des choses numériques. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on est capable de pouvoir voir des cohérences, du coup, sur des champs qui sont non numériques. Donc, je vais vous prendre ici, par exemple, cet exemple-là. Le packaging, du coup, là, c'est le packaging qui est en sortie d'usine et le packaging, du coup, qui est vers l'envoi, du coup, du client. Ce qui est renseigné ici dans le référentiel produit, c'est qu'on a un croisement, du coup, PAL-CTN, qui sont les palettes et les conteneurs, qui sont incompatibles d'après la distribution en fait des données.
Alors si on regarde du coup ce tableau-là, donc on peut de la même manière faire un tableau croisé dynamique en fait de ces 2 variables-là. On voit qu'effectivement à chaque fois que, en fait, je sors de l'usine du coup sous un certain format, j'envoie du coup assez de manière similaire toujours dans le même format. Sauf ici dans 2 cas. Donc c'est le cas du coup du CTN palette. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, lorsqu'on sort de l'usine, en fait, les produits ont été packagés, en fait, dans un conteneur et ce que dit, en fait, là, le référentiel, c'est qu'au moment, en fait, de l'envoi, en fait, au client, le conteneur, du coup, en fait, a été transformé, en fait, en palette, du coup, pour l'envoi chez le client. Alors on peut se dire: «Pourquoi pas?» mais quand on a posé la question, en fait, aux opérationnels métiers, ils nous ont dit: «Non, effectivement, en fait, c'est pas possible, parce qu'en fait, on s'amuse pas, en fait, à repackager les produits entre la sortie de l'usine et l'envoi pour le client». Donc en fait, ce cas-là, c'était vraiment une aberration, et en fait, quand on sort en conteneur, bah, du coup, on envoie en conteneur. Donc là, ces 2 cas-là, dont celui-ci, dont ce produit-là, ce sont des cas, en fait, qui ne sont pas absolument possibles et là, en fait, l'algorithme, les a aidés, en fait, à découvrir ce genre de choses. Pour aller plus loin, du coup, bah, là, on sait qu'il y a 2 produits, en fait, qui sont comme ça. Du coup, on se dit: «Bah, tiens, j'aimerais bien corriger, du coup, en masse, cette fois, du coup, les 2 produits, en fait, qui sont liés, en fait, à ces erreurs-là». Du coup, bah, pas de souci, hein. On a fait, du coup, une dernière interface, pour le client qui lui permet, bah, voilà, quand on clique, du coup, sur ces 2 produits-là et ben, du coup, on a la liste, du coup, des identifiants de ces 2 produits. Donc bien sûr, là, les identifiants, ce sont des identifiants aléatoires, hein, qu'on a générés, du coup, pour les besoins de la démo pour que les données soient confidentielles. Mais du coup, ces identifiants-là, bah, du coup, sont utilisés ensuite par les opérationnels pour pouvoir, corriger en masse, du coup, le problème du conteneur et de la palette, du coup, sur ces 2 variables-là. Voilà, donc c'était pour la démonstration, du coup, du logiciel. Donc on va revenir, maintenant, du coup, à la présentation. Faut savoir qu'aujourd'hui, bah, du coup, l'outil, du coup, est déployé de manière opérationnelle, chez le client. Il lui permet vraiment de pouvoir, corriger vraiment là, cette fois, parce que les algorithmes tournent tous les jours, hein, du coup, en fait, sur leur serveur, hein, et chaque jour, du coup, ils refont, en fait, du coup, une analyse, du coup, de la qualité de la donnée, en fait, sur l'intégralité de leur périmètre. Donc ça leur permet vraiment de pouvoir, en fait, piloter, la qualité de la donnée, hein, déjà première chose. La deuxième chose, c'est que cet outil, en fait, c'est un outil qui tourne assez rapidement parce que pour faire tourner l'ensemble des algorithmes, donc l'ensemble des algorithmes, donc c'est une dizaine d'algorithmes qui tournent sur 5000 produits, 270 champs et regardent du coup des analyses de cohérence entre variables jusqu'à du coup un total de 9000 du coup combinaisons, ça tourne aujourd'hui du coup en 5-6 minutes. Voilà, et la dernière chose, c'est que, le client, en fait, nous avait demandé, du coup, de faire, du coup, cet outil, en fait, sous Power BI. Il faut savoir que, en fait, le gros avantage de Power BI, surtout pour un client, en fait, qui est, du coup, en fait, dans un environnement, vraiment, du coup, qu'on Microsoft, c'est que en fait, on peut intégrer directement l'outil dans, en fait, toute la suite Microsoft, du coup, du client, dont Teams, par exemple. Parce que là, ici, vous voyez, donc là, j'ai ouvert pour les besoins de la démonstration une équipe Teams. Et ce qu'on peut faire, en fait, du coup, c'est déployer directement du coup, le tableau de bord, du coup, directement, en fait, dans l'outil de travail, du coup, des opérationnels. Et c'est ça, en fait, du coup, aussi qui a beaucoup, du coup, été apprécié, du coup, par les opérationnels métiers. Donc voilà, on retrouve vraiment, tous les tableaux que je vous ai montrés. Hem, ah, une petite minute, je viens de perdre, yes. Hem, voilà, donc ça, c'était pour, la démonstration, du coup, de l'outil. Donc si vous avez des questions ou même des remarques ou même des retours à nous faire, par rapport à ça, donc de cette démonstration, n'hésitez pas à en faire. Tout est ouvert, bien sûr, sur le chat. Donc on est preneur à la fois des questions que des retours positifs ou des améliorations, en fait, qu'on pourra avoir, sur ce genre, de méthodologie. Voilà, et donc pour donner un ordre d'idée, du coup, là, le projet, du coup, a été réalisé dans un scope, du coup, d'environ 1 mois et demi, 2 mois avec le client. Donc il faut savoir que maintenant, en fait, à l'issue, en fait, du coup, de la réalisation de cet outil, on a packagé, du coup, dans l'équipe de Noventia à Lyon, on a industrialisé, du coup, en fait, cet outil,
pour, en fait, le proposer du coup à d'autres clients. Parce qu'on a de nombreux clients en fait qui nous ont demandé en fait cet outil, parce qu'ils trouvaient que ça pouvait être intéressant et la question qu'ils nous ont posée c'était, est-ce que du coup en fait il y a besoin de faire des adaptations, du coup des algorithmes en fait pour nos besoins? La réponse est non, parce que du coup en fait les algorithmes sont des algorithmes génériques. Ça veut dire que en fait tant que votre tableau est en fait, votre base de données, c'est une base avec des colonnes numériques ou non numériques, du coup les algorithmes restent génériques. La seule chose qu'on doit paramétrer avec le client, ce sont 2 choses. La première, c'est l'activation ou la désactivation de certains algorithmes et ça dépend du coup en fait du process métier. Par exemple, comme je vous disais, l'algorithme des zéros, on va pas forcément l'appliquer chez tous les clients. Et le deuxième, c'est que, du coup, en fait, les algorithmes ont un certain seuil, un niveau de sensibilité. On peut mettre un seuil très bas, mais ça remontera énormément d'erreurs, qu'après le client pourra taguer comme faux positifs, ou on peut taguer en fait, on peut ajuster de manière un peu plus intelligente avec lui, du coup, les seuils des algos de détection en fonction, des besoins, métiers. Donc ça, c'est possible aussi. Voilà. Du coup, faut savoir que du coup là, cet outil, on l'a packagé dans une offre qui est un peu plus, globale. Une offre en fait, Noventia du coup autour de la qualité automatisée en fait de la donnée, hein. La qualité de la automatisée de la donnée, qu'est-ce que c'est? Alors faut savoir que de manière générale en fait, quand on est chez des clients du coup, du coup la qualité de la donnée en fait, ça peut intervenir à 2 niveaux. Un premier niveau, ça peut être juste, je fais un audit du coup de la qualité de la donnée. Je souhaite savoir en fait quel est mon niveau de disqualité. Et la deuxième phase en général, c'est une phase de décision et d'action qui est du coup, comment est-ce que je vais parce que maintenant que j'ai 3000 erreurs, comment est-ce que je vais prioriser du coup la correction de ces erreurs? Et comment est-ce que je m'assure aussi que, du coup la correction des erreurs est bien effectuée du coup par mes opérationnels? Quand on décompose ces phases, en général, en fait, on peut voir du coup qu'il y a 4 phases dans ce genre de projet. Il y a une phase d'abord de cadrage pour bien comprendre les processus internes. Ensuite, on va faire une phase, de qualité, de data quality et de quick scan, du coup, en fait, de la base. Donc traditionnellement, ça se fait du coup avec des règles de gestion métier et nous, le plus qu'on apporte du coup aujourd'hui, avec la solution, du coup, c'est une analyse complètement automatisée, en fait. Donc plus besoin de définir les règles de gestion, comme avant. Ensuite, dans la phase de décision, 2 phases, apparaissent. La première, c'est, du coup, on va définir une roadmap, du coup, de correction. Donc sur mes 3000, par exemple, sur mes 3000 erreurs, qui est-ce que je vais corriger en priorité? Donc par exemple, dans notre cas, du coup, la priorité du client, c'est de corriger les produits qui sont aujourd'hui, actifs, qui sont sur le marché. Et après, il y a une phase, je mets en place, du coup, mes actions de correction, mais du coup, c'est pas fini. C'est pas juste un workflow, qui est, linéaire. C'est quelque chose, en fait, qui est itératif parce que quand j'ai fini, en fait, de faire mes corrections, il faut, en fait, qu'à nouveau je scanne pour être sûr, en fait, que mes actions de correction, en fait, ont bien été prises en compte ou bien que, en fait, mes utilisateurs ne sont pas aussi en train de dégrader, du coup, la qualité de ma donnée. Là où c'est intéressant, c'est que, du coup, nous, l'outil qu'on a conçu, du coup, il intervient, comme je vous l'ai montré du coup là sur, chez le client chez qui on est intervenu plus sur la phase plutôt d'insight. Mais en fait, on peut l'utiliser aussi, du coup, sur la phase de scan périodique. Parce que du coup, on peut relancer du coup l'algo pour se dire du coup, par exemple, toutes les semaines, on peut se dire: «J'aimerais savoir est-ce que j'ai diminué en fait mon niveau de disqualité?» Donc peut-être que à la semaine 1, il a été de 90. Si à la semaine 2, il devient de 80, c'est-à-dire que mes actions ont eu de l'impact. Si par contre la semaine 2, ça remonte à 95, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est venu en fait dégrader mon système. Et donc là, ça permet de le voir vraiment quasiment en temps réel. Voilà, du coup, pour terminer et pour conclure, avant de passer à vos questions, si vous deviez retenir quelque chose, moi je pense que bon, c'est l'image que vous pouvez retenir, c'est que la qualité de la donnée aujourd'hui, retenez bien en fait, c'est vraiment un iceberg. Très souvent, on pense savoir, quelles sont les erreurs dans notre base de données, donc c'est un peu la surface immergée de l'iceberg, émergée. Mais très souvent, en fait, on ne sait pas du coup, qu'est-ce qu'il n'y a pas comme problème en fait dans ces qualités de données, donc c'est toute la phase qui est sous l'eau et là, l'avantage d'un produit, du coup, comme en fait celui qu'on a pu concevoir en fait pour ce client-là, c'est ça permet vraiment en fait d'aller inspecter en fait vraiment ces choses en fait qu'on n'aurait même pas pensé en fait à vérifier. Donc je reprends l'exemple, hein, le conteneur, le problème en fait de la palette et du conteneur, c'était quelque chose qui était même pas vérifié par le client à la base
En fait, le fait de pouvoir le découvrir comme ça avec, en plus, une restitution interactive, bah, en fait, ça a vraiment permis, déjà, en fait, de se dire: «Effectivement, les algorithmes, en fait, marchent bien de manière générale» et 2, en plus, ça aide du coup, en fait, du coup, les utilisateurs métiers, en fait, aussi à avoir confiance, du coup, dans la solution. Parce que comme à tout moment, ils peuvent visualiser leurs données, de manière complètement interactive et de manière complètement autonome et ben, du coup, en fait, ils sont vraiment maîtres, du coup, en fait, vraiment de leurs analyses. Voilà, donc sachez que, bah, voilà, donc on a plusieurs cas d'usage, en fait, qui ont été présentés chez pas mal de nos clients, en fait, pour, du coup, en fait, pour implémenter, ce genre de système. Là, récemment, on a un client, par exemple, qui, du coup, une DSI, qui, en fait, leur métier leur demande, en fait, d'intégrer, beaucoup d'open data. Alors on sait que l'open data est souvent, pas très propre. Et donc en fait, ce que ce client en fait souhaiterait, c'est par exemple cet outil en fait, on l'utilise du coup sur, l'ensemble des bases open data que les métiers en fait veulent venir intégrer dans le SI, et du coup en fonction du score, ils disent: «Voilà, si le score de qualité par exemple est de 90, c'est suffisant, du coup on va l'intégrer dans le système. Si le score est de 20, on renvoie en fait la donnée au métier, on leur envoie aussi le tableau de bord d'analyse pour qu'ils puissent voir pourquoi en fait il y a des erreurs. Ils corrigent leur base et quand le niveau de qualité est suffisant, et bien du coup en fait on peut l'intégrer, du coup cette open data du coup dans le système. Donc voilà, donc ça c'est un autre exemple de cas d'usage. Un autre exemple de cas d'usage, ça peut être également pour la migration en fait, par exemple des CRM. Lorsqu'on a un vieux CRM et qu'on fait un projet en fait de migration au CRM, bah, peut-être qu'en fait très souvent ce qui va se faire, c'est on va auditer en fait du coup le CRM initial pour se dire, est-ce que du coup en fait le CRM était vraiment propre? Parce que si on met en place un nouveau CRM, bah, c'est mieux en fait de remplir, le nouveau CRM avec des données qui sont propres et pas avec des données erronées. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, je vais répondre, aux questions qui m'ont été remontées. Donc la première question, c'est: «OK pour la vérification de la qualité de la donnée, mais il y a la problématique de l'enregistrement de la donnée ici. Ce genre d'outil ne devrait pas être lancé tous les jours, si. Est-ce que le dashboard est capable de donner des conseils sur les problématiques d'enregistrement?» Alors je suis pas sûr de bien comprendre la question, donc je vais essayer de la reformuler, hein. Hem, donc en fait, là, l'algo, en fait, est lancé tous les jours sur, du coup, en fait, le système client. C'est-à-dire tous les jours, bah, du coup, on va dire, il a un score de qualité de données, 90, 85, 80. Il se trouve que chaque année, bah, du coup, effectivement, il y a potentiellement, en fait, des nouveaux produits, en fait, qui apparaissent. Donc, ce client-là, en fait, il crée, chaque année, en fait, à peu près, une centaine de nouveaux produits, hein. Donc s'il y a des nouveaux produits, en fait, ces produits, en fait, vont être scannés, en fait, comme tous les autres produits. Donc l'algorithme, en fait, du coup, va les traiter. En fait, il y a pas d'adaptation à faire, hein. Qu'on augmente le nombre de produits ou qu'on augmente le nombre de colonnes, aujourd'hui, en fait, on n'a aucune intervention, du coup, à date à faire, chez le client. En fait, ils nous ont posé la question, si demain on ajoutait 100 produits ou si on ajoute 100 nouvelles colonnes, est-ce que Noventia a besoin de réintervenir sur le projet? On leur a dit, absolument pas, parce que les algos sont complètement génériques, hein. Tant que les variables, elles sont soit numériques, soit elles sont non numériques, et ben, du coup, les algos sont, en fait, peuvent tout traiter. Alors je ne sais pas si ça répond à la question, si c'est pas le cas, du coup, Gauthier, apparemment, du coup, hésite pas, du coup, à reformuler, ta question, j'y réponds avec plaisir. Du coup, je vais passer à la deuxième question, qui est, «Bonjour, quel est l'ordre de grandeur, du coup, de votre produit?» Alors là, je vais avoir du mal à m'avancer, du coup, en fait, sur la réponse, parce que je ne suis pas commercial, en fait, je suis data scientist. Par contre, en fait, si ça vous intéresse, du coup, en fait, d'avoir, en fait, une idée, du coup, sur le prix, en fait, que peut avoir, du coup, la solution ou, la mission, en fait, qu'on peut mettre en place, du coup, pour vous ou pour votre client, faut pas hésiter, en fait, du coup, à revenir vers nous, hein. Donc là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est contacter, du coup, je vais vous donner les noms. Du coup, vous pouvez contacter, du coup, Olivier Berbille. Voilà. Une nouvelle question est apparue. Donc, quel langage a été utilisé pour coder les algos statistiques et de machine learning? Python avec des librairies, open source. OK. Alors du coup, là, le langage qu'on a utilisé du coup, ici pour ce projet, c'était effectivement on a utilisé du Python, hein.
On aurait pu utiliser un autre langage, hein, comme R par exemple, ou utiliser une plateforme de data science comme Knime, Alteryx ou bien DataRobot. Alors pourquoi déjà on est parti plutôt sur du langage? Pour 2 raisons. La première, c'est que Python, c'est un langage libre et gratuit, hein. Sinon il faudrait qu'on fasse payer le coût de la licence du coup aux clients, par rapport à des solutions comme DataRobot ou par exemple Knime en version serveur. Et du coup aussi par rapport à d'autres langages, Python par rapport à R, c'est beaucoup plus facile en fait en termes de déploiement et en termes d'industrialisation. Donc, je sais pas si certains vous avez déjà eu affaire en fait à déployer en fait des algorithmes R et Python, du coup, sur des, en fait en industrialisation chez des clients. Il faut savoir qu'en fait, Python, c'est un langage qui passe plus facilement du coup en industrialisation. Déjà, c'est la première chose. La deuxième aussi, c'est que, quoi qu'on en dise, en fait, les librairies en fait en statistique et en machine learning, en Python, par rapport à R sont extrêmement bien. Donc, du coup, elles sont extrêmement bien codées. Et là, du coup, les bibliothèques, qu'on a utilisées, donc on va être totalement transparent. On a utilisé 2 choses. Alors, on a utilisé des bibliothèques qui sont open source. Donc, je pense que certains doivent connaître. Donc, c'est des librairies, comme par exemple, du coup, scikit-learn, qui est en fait la librairie, très connue en Python, pour faire du machine learning. Mais il faut savoir qu'en fait, dans le cadre de ce projet, très souvent, en fait, on pense qu'en machine learning, du coup, les algorithmes, un peu, c'est un peu plug and play. Alors absolument pas. Très souvent, en fait, il y a besoin, en fait, les algos, en fait, quand on les applique vraiment dans le monde réel, très souvent, ils ont besoin, en fait, d'adaptation par rapport au cas d'usage. Donc en fait, on a dû adapter, en fait, déjà certains algorithmes, du coup, en fait, pour les besoins, notamment, tous les algorithmes à base de clustering et de régression linéaire. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi commencé en fait à concevoir en fait nos propres algorithmes et from scratch. Je vais donner un exemple qui est hyper simple. Là du coup en fait, vous avez en fait ici un exemple en fait, du coup, de en fait, du coup de, en fait ce qu'on appelle une multimodalité, c'est-à-dire on a une régression linéaire et qui a en fait, qui a du coup en fait, 2, ce qu'on appelle 2 modalités. Si vous appliquez en fait un principe juste de corrélation linéaire, en fait, ça va vous tracer une droite un peu qui est un peu entre les deux. Donc, c'est une droite qui est bonne pour pas grand-chose, mais qui est un bon compromis entre tout le monde. Détecter ce genre de modalité, je mets au défi en fait quelqu'un de pouvoir le faire, hein. On a essayé de le faire du coup avec différentes techniques de machine learning, hein, qui sont assez connues comme du clustering. Mais bah, du coup, en fait, vous allez essayer de faire un clustering, vous allez voir que jamais vous réussirez en fait, du coup, en fait, à séparer les deux droites. Donc là, en fait, on a fait, du coup, de la recherche. Donc là, c'est vraiment de la recherche pure, qui nous a permis, en fait, de pouvoir, en fait, créer même, en fait, du coup, de nouveaux algorithmes qui n'existaient pas, dans les librairies actuelles. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors, une autre question. Alors, peut-on avoir plus de détails sur les algos statistiques de type machine learning qui ont été utilisés? S'agit-il d'algorithmes standards ou customisés pour les besoins du client? Bah, en fait, comme je viens de le dire, du coup, en fait, alors, en fait, à la base, on est quand même parti, faut le savoir, plutôt sur des approches de type, statistique. Donc, les approches statistiques, je vais les illustrer, hein. Je vais les illustrer, du coup, ici, hein. Des algorithmes statistiques qu'on peut faire, hein, qui sont extrêmement simples, c'est par exemple, des algorithmes qui permettent de détecter, ce qu'on appelle les outliers. Donc c'est des, méthodes en fait, basées sur des tests de population avec, les quartiles et la standard deviation. Et du coup, en fait, si on dépasse en fait, 3 fois du coup, les écarts-types, bah, du coup, on peut considérer en général sur une seule variable, hein, que du coup, en fait, la donnée en fait, du coup, est potentiellement du coup une erreur. On peut faire la même chose du coup quand on a des variables catégorielles. Donc là, on va travailler sur les fréquences. Et quand on va vouloir travailler ce qu'on appelle le croisement, du coup un peu la corrélation, du coup on va calculer du coup des corrélations que tout le monde, je pense, connaît, hein. Ce sont des corrélations assez typiques, hein, de type Pearson et des corrélations de type rang qui nous permettent de déterminer du coup les combinaisons qui sont du coup relevantes. Et pour ces combinaisons relevantes, en fait, on va construire du coup, par exemple, là ici, alors je vais pas donner tout le détail, hein, mais grosso modo, on fait une sorte un peu de clustering du coup pour détecter les modalités et ensuite, en fait, on fait des régressions linéaires en fait pour chaque cluster. Et dans le cadre, du coup, quand on a des données catégorielles, comme par exemple la palette et le CTN, l'équivalent, un peu le revers du coup
de la médaille du coup de la corrélation de Pearson du coup pour des variables catégorielles, c'est une métrique en fait qu'on appelle la métrique de Cramer. Et sur la métrique de Cramer, bah, du coup, on peut voir effectivement en fait, je vais donner des exemples, hein, mais quand on regarde effectivement en fait la corrélation sur des variables qui sont catégorielles, la métrique de Cramer en fait nous permet en fait de pouvoir voir justement du coup en fait les corrélations qui peuvent exister en fait du coup entre les variables. Et là, comme vous le voyez, bah, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend les variables en fait, les plus relevantes et à partir d'un seuil, d'un certain seuil, donc là, ici, le seuil est de 50%, en fait, les combinaisons ne sont plus étudiées parce que du coup, elles ne sont pas relevantes du coup pour les analyses. Donc voilà, donc ça, c'est voilà. Donc, si ça vous donne des détails du coup sur les algos statistiques. Et après, sur les algos de machine learning, bah, comme je l'ai dit, il y a des algos en fait assez typiques qu'on a utilisés, comme régression linéaire, régression logistique, algorithme de clustering assez standard comme du K-means ou du clustering hiérarchique ascendant. Mais après, bah, du coup, il faut savoir que si vous le testez par vous-même, vous pouvez tester sur un jeu de données, hein, vous verrez que en fait, ces algorithmes, en fait, on ne peut pas les utiliser comme ça, clé à la main sur étagère, du coup comme ça. Il y a besoin de faire des adaptations pour que en fait, ça puisse rentrer dans un cas d'usage. Alors, je précise bien, hein, cas d'usage, pas un client, hein, parce que le cas d'usage ici, c'est la data quality. Donc, on a adapté vraiment ces algorithmes pour la data quality. Mais du coup, là, qu'on les fait du coup pour ce client-là, de l'industrie agroalimentaire, ou qu'on le fasse du coup pour le client là qui sera en finance ou en mutuelle de santé, ce seront les mêmes algorithmes en fait, parce que ça couvre le même problème en fait à la base mathématique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Ah si, excuse-moi, j'ai pas vu. Alors, peut-on avoir accès aux slides de la présentation? Oui, alors du coup, 2 choses que je vais dire, parce qu'aujourd'hui, en fait, du coup, la transmission est faite du coup en public, donc il y a aussi des gens en externe qui sont présents. Donc ce que je vais vous conseiller du coup, c'est pour les gens en interne. Du coup, bah, le document en fait est disponible du coup sur notre réseau Teams et SharePoint, donc il y a aucun souci, je le partagerai du coup à la fin de la réunion. Pour ceux qui sont en externe, du coup, en fait, on va juste vous demander, en fait, du coup, parce que du coup, je ne sais pas qui est connecté, du coup, d'envoyer en fait un mail du coup à mon adresse et du coup, avec plaisir, on vous enverra du coup la présentation. Mais elle ne sera pas en tout cas mise en libre accès comme ça sur Internet. Je vais passer à la question suivante. Ah bah en fait, les questions commencent à fuser. Donc, combien équivalent jour homme pour faire cette application? Alors je vais donner à peu près une fourchette, hein, du coup, parce qu'on n'a pas encore débriefé, on n'a pas encore fait le post-mortem du coup de la mission. À peu près, donc là, comme c'était la première fois en fait qu'on faisait l'outil, du coup, on a mis à peu près un équivalent entre, alors je dirais c'est entre 20 et 30 jours hommes. Et on était 2 data scientists sur le projet. Donc voilà, entre 20 et 30 jours hommes du coup pour faire l'application, sachant que bah voilà, pour en fait de nouveaux contextes, comme de nouveaux clients, en fait, on ne va pas partir de zéro. Donc du coup, le nombre de jours hommes en fait est à relativiser. Donc en fait, sur la partie initiale, en fait, on prendra moins de temps. Par contre, en fait, si on veut créer, en fait, être un peu innovant pour faire en fait de nouveaux algos, donc ça c'est possible. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple, hein, il se trouve que sur ce client en fait de l'agroalimentaire, en fait, on avait en fait prévu 3 enveloppes, hein. Une première enveloppe qui était une sorte un peu de POC pour lui montrer que c'était possible et qu'on pouvait le faire. Donc ça, il avait vraiment adhéré, il a vraiment adoré. Donc il a débloqué du coup la deuxième enveloppe qui était du coup l'amélioration en fait basique, en fait vraiment hyper facile en fait de ces algos. Donc on lui avait proposé. Donc ça c'était 10 jours hommes supplémentaires. Après il faut tenir compte de la conception des tableaux de bord. Donc là les tableaux de bord, la première itération des tableaux de bord, il faut savoir que les tableaux sont pas très durs à concevoir, hein, parce que pour concevoir des tableaux de bord comme ça, il faut à peu près une semaine, hein. Par contre, en fait, du coup, pour le faire évoluer, hein, du coup, en fait, nous, on prend beaucoup d'intérêt, du coup, à travailler avec les métiers parce que, en fait, un tableau de bord est vraiment fait pour eux. Et donc, en fait, on a fait des itérations toutes les semaines, en fait, pour améliorer ces tableaux. Et ces tableaux, bah, du coup, ils ont eu le droit, en fait, à 4 itérations sur 3 semaines pour faire évoluer bah, les visuels, en fait, que vous avez. C'est pour ça qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est du coup, en fait, très
que c'est très fluide en fait en termes de user story, hein. Mais parce qu'on a beaucoup travaillé la user story avec eux, on a même maquetté avant de concevoir les tableaux. Une réponse, juste 2, pas de PO. Ouais, effectivement, on n'était que 2. Alors 2 et en plus, je vais plutôt dire, 1 et demi. Donc en fait, il y avait Colin et moi du coup sur le projet. Colin était vraiment le data scientist, du coup, qui travaillait vraiment en dur sur les algos et moi en fait, j'étais à demi-temps du coup, sur 2 choses. Donc à la fois, je supervisais du coup, la partie algorithmique et en fait, je faisais le proxy PO. Donc du coup, j'animais les ateliers et également, bah, du coup, tout ce qui était compte rendu et après, également les tests, du coup, techniques et fonctionnels. Voilà. C'est vrai que je me suis pas présenté au début parce que tout le monde me connaît peut-être pas, donc Cao Trido. Voilà, donc je suis arrivé chez Noventia il y a pas longtemps. Je suis à la fois, bon, en fait, je fais plein de choses parce que j'adore, faire plein de choses et je suis à la fois, du coup, de métier, du coup, data scientist parce que j'ai fait une thèse en machine learning et également, moi aussi, aujourd'hui, je m'intéresse, bah, comme, par exemple, sur ce projet, beaucoup aux aspects de data vis parce que je pense que c'est important de pouvoir, restituer au métier, un algo, pas avec une équation mathématique, mais avec, quelque chose, en fait, qui puisse, du coup, vraiment, en fait, prendre en main, du coup, grâce, notamment, en fait, à des interfaces de restitution interactive comme Power BI, Tableau ou Qlik. Allez-vous partager les nouveaux algorithmes que vous avez créés avec la communauté open source? Bah, là, en fait, il se trouve que, bah, du coup, les algos qu'on a conçus, c'est quand même, en fait, ce sont des algos, en fait, qui nous appartiennent, nous, Noventia, et des algos, en fait, qui appartiennent aussi aux clients. Donc il a quand même payé une certaine somme quand même pour les avoir. Peut-être que certains algos novateurs, qu'on est en train de développer, on est en train de réfléchir, en fait, pour en écrire, du coup, des articles scientifiques, hein, parce qu'ils pourraient résoudre, vraiment de nombreux problèmes, en fait, même moi que j'ai pu rencontrer, pendant ma thèse ou, pendant, en fait, mes années d'expérience, du coup, dans les autres cabinets que j'ai pu travailler. Donc, certains seront mis en open source, mais il faut savoir, pas tout, hein, parce que, bah, du coup, ça reste quand même une propriété intellectuelle de Noventia et de notre client. J'ai besoin de scanner des données, donc autre question, j'ai besoin de scanner des données qui sont dans un data lake. Vos algorithmes fonctionnent-ils sur une architecture, distribuée? Alors aujourd'hui, à date, c'est vrai qu'en fait, les algorithmes, en fait, ont été conçus pour une, volumétrie, on va dire, moyenne de données. Alors je vais dire moyenne parce que du coup, effectivement, on n'a que 5000 produits, hein. Donc, donc 5000 produits, on va me dire: «Mais en fait, c'est pas grand-chose». Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Par contre, en fait, ça couvre quand même 270 colonnes. Donc, si vous faites un petit calcul, rapide, tiens, on peut même le faire. Du coup, on va faire un petit calcul, mais bon, voilà, si on a 5000 produits et qu'on multiplie, du coup par, 270 colonnes, ça fait quand même 1 million de cellules Excel, en fait, quand même à scanner, hein. Donc du coup, c'est une volumétrie, moyenne. Donc là, ça fonctionne. On est en train de faire des tests de charge, il faut le savoir. Du coup, pour monter à l'échelle, du coup, la solution, pour vérifier en tout cas qu'elle fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, du coup, tant qu'on a de la puissance machine, du coup, on peut monter ça sur, on peut monter ça du coup sur une VM, dans un cloud sans souci. Si après on veut utiliser des architectures distribuées, je pense qu'il y aura peut-être des adaptations à faire. Par exemple, je vais donner des exemples. Hem, Par exemple, comme on utilise du coup beaucoup Panda, du coup au niveau des librairies, bah, si on veut faire sur une architecture distribuée, alors je ne sais pas si on pense par exemple à une distribuée de type, Spark, bah, là, il faudra peut-être convertir, du coup, tout ce qui a été fait en Panda avec, du PySpark, par exemple. Mais je pense que ça pourrait le faire dans une certaine mesure. Mais je m'avance pas trop parce qu'on est en train de faire du coup en ce moment les tests de charge. Et ben, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je scanne tout, mais a priori, je vois pas de nouvelles questions qui arrivent. Donc, du coup, c'est parfait. C'est vraiment parfait parce qu'en plus, il est 15h30, donc, nous avons tous respecté du coup, le timing. Du coup, bah, j'espère en fait que la présentation en tout cas vous a beaucoup plu. Si c'est le cas, du coup, n'hésitez pas à laisser un message. Ça fait toujours plaisir, hein, de savoir que, du coup, une présentation a pu plaire, du coup, à tout le monde. Et sachez que, bah, du coup, ces webinars, en fait, on les fait du coup, tous les vendredis, du coup, à la même heure, donc entre 14h30 et 15h30. Donc le prochain webinar, du coup, sera fait par, un de mes collègues, du coup, Lenny.
qui présentera du coup les méthodes d'A/B testing qu'il a pu mettre en place du coup chez les clients. Alors du coup, j'ai une dernière question qui est arrivée à la toute dernière minute. Du coup, je vais y répondre pour pas frustrer du coup la personne qui a posé la question. Quelle est l'architecture technique de la solution Python? Donc, la solution Python, en fait, c'est pas très dur, hein. Du coup, l'architecture, en fait, il y a que 2 choses à l'intérieur. Du coup, c'est du Python. Du coup, on a mis ça sous Anaconda, du coup, pour pouvoir le déployer facilement. C'est déployé du coup sur une VM où ça tourne du coup tous les jours les algos. Donc ça, c'est pour la partie algo. Ça permet du coup de générer du coup des sorties, hein, qui ensuite ces sorties viennent en fait alimenter du coup le dashboard Power BI, du coup aujourd'hui. Voilà. Les algos source-titrent directement la base CRM client. Du coup, non, parce qu'en fait le client n'a pas souhaité, dans ce cadre-là, en fait qu'on plug directement les algorithmes sur le CRM, parce qu'il voulait pas polluer du coup son CRM. Du coup, ce qui est fait, du coup, avec un batch automatique, c'est que les données en fait sont extraites par le CRM du coup tous les jours, déposées à un endroit qui, du coup est utilisé automatiquement du coup, par les algorithmes en Python. Voilà, du coup, si vous avez, d'autres, questions ou si vous souhaitez, du coup avoir, plus d'informations, du coup, 2 possibilités. Bah, la première, c'est, bah, si vous êtes interne Noventia, bah, du coup, hésitez pas à contacter du coup, soit Colin Thira, Olivier Berby ou moi-même. Du coup, on reste vraiment à disposition du coup, pour, si vous avez des questions complémentaires, dont vous souhaiterez, du coup en discuter. Pour ceux qui sont en interne également, si vous souhaitez accéder à la démonstration pour la tester, c'est possible parce que du coup la démonstration et du coup a été déposée du coup sur le serveur, Power BI de Noventia et donc est accessible du coup à tous sur notre serveur du coup de démonstration. Et pour ceux qui sont en externe, du coup, bah, ce que je vous conseille du coup, c'est vous pouvez nous contacter, hein. Du coup, j'ai laissé mon mail, du coup dans les questions, du coup, s'il y a une possibilité du coup de vous ouvrir également la démonstration parce que ça vous intéresse du coup de pouvoir, refaire les manipulations et les voir, par vous-même, du coup, c'est possible, du coup modulo du coup, on va dire à un certain périmètre qu'on restreindra du coup pour pas du coup, mettre toutes les données du client, parce qu'on a déjà bien anonymisé mais on est assez, du coup on est assez respectueux quand même des données chez le client. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vois en tout cas, beaucoup de retours, très positifs. Du coup, ça a été un plaisir en tout cas de présenter du coup ce premier webinaire. Eh bien, merci beaucoup du coup et à très bientôt.